à parler d'elle ce matin. Euh, oh non, je pense que la réunion est enregistrée déjà. Et Ça donc, devrait pouvoir l'être. oui, elle est enregistrée. J'ai vu la notification Ouais. déjà à mon niveau. Alors, donc, ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Dr. Luria Leslie Founou, qui est titulaire d'un doctorat en microbiologie pharmaceutique de l'Université de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Elle est une microbiologiste clinique avec un parcours impressionnant, plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens et des maladies infectieuses. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que nous l'invitons ce matin à l'une de nos traditionnelles séances de leadership. Nous faisons ces séances-là chaque vendredi du mois, de 7 heures à 9 heures, d'où l'heure très, très matinale de ce jour. Docteur Pounou est actuellement directrice de recherche au sein de l'Institut de recherche du Centre d'expertise et de diagnostic biologique du Cameroun et également boursière postdoctorale Marie Curie à B4Q en France. Elle est également experte du groupe de référence sur l'épidémiologie des maladies d'origine alimentaire de l'Organisation mondiale de la santé. Elle est guidée par la conviction que chaque femme qui accouche mérite le droit de voir son enfant grandir et de la même manière, chaque enfant mérite le droit de vivre et d'avoir une vie saine. Avec elle, donc, nous allons parler de leadership féminin, puisque l'UMAFA est à majorité féminine et vous pouvez voir une partie de la salle à l'écran. Je compte sur euh, les techniques en place là-bas pour nous montrer un peu une vision plus globale de la salle. Et si Docteur Founou m'entend, vous pouvez peut-être commencer par partager votre PowerPoint. Bien. Et je vous vois parfaitement, je lis très bien. Female Leadership in the Service of Science, How to Help Build a Resilient Africa. Et je voudrais dire que la présentation sera faite en français, même si les diapositives sont en anglais. Donc, le système bilingue que nous demandons à nos apprenants sera de mise. Docteur Founou, Je disais merci déjà pour l'honneur et pour le privilège de me recevoir, de me convier à votre monthly meeting. J'en suis très honorée. Et je ne vais pas tarder sur mon introduction parce que je n'aime pas trop me présenter davantage. Et je vais juste parler de ce que je sais faire, de mon histoire et ce que je pense à quoi le monde doit ressembler. Et j'espère qu'au sortir de cette présentation, beaucoup en trouveront aussi une motivation pour aussi être la meilleure version d'eux-mêmes. Alors ça, c'est la présentation brève de ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Et je serai impatiente également d'avoir vos questions à la fin si vous en avez. Alors, qui suis-je? Pourquoi je dis que je suis privilégiée? C'est parce que je suis une femme. Je suis une femme africaine. Je suis une femme africaine qui a grandi en Afrique. Je suis une femme africaine qui est issue d'une famille très modeste et qui n'imaginait pas ce que pourrait être sa vie en 2024, par exemple. Et j'ai compris que j'étais privilégiée et que cette position, à la fin de privilège, révèle aussi une certaine facette du leadership. Donc là, c'est moi en 2020. En 2012, là, j'étais encore toute petite, je faisais mon master au CRESAR, au Centre de recherche pour la santé des armées. Je savais, j'étais comme toute bonne femme. Voilà, en master, quand vous avez déjà un master, c'est déjà beaucoup. Et en général, on nous dit, après le master, on sait qu'on doit avoir une famille, trouver un bon travail très stable et surtout rester à la maison et faire tout ce qu'on nous dit de faire posément. Mais à côté de ça, il y a des gens qui ont su m'insuffler l'envie de voir plus haut que ce que moi j'étais capable de voir.
notamment certaines proches qui m'ont insufflé l'envie de faire un PhD. Mais même quand tu as l'envie de faire quelque chose, tu n'as pas forcément l'opportunité de le faire parce qu'on ne trouve pas la bonne personne, ni simplement l'opportunité, le support dont on a besoin. Donc, moi, j'ai eu la chance de recevoir le support-là de mon mentor académique pour le PhD de ce professeur Isaac, qui a su voir en moi une étincelle que moi, je n'étais même pas capable de voir et m'a donc offert une bourse de PhD pour faire mon PhD justement en Afrique du Sud, à l'Université de KwaZulu-Natal. Sur ce thème-ci, Molecular Epidemiology of LAMRC and ESBL, Enterobacterialis in Food Animals and Exposed Workers in Cameroon and South Africa. Donc, la bourse, le projet de doctorat était complètement financé par l'Université de KwaZulu-Natal, mais sauf que l'argent que l'université donnait n'était pas suffisant aussi pour réaliser un tel projet dans deux pays, dans deux populations et avec plusieurs bactéries à la fois. Et ben, mon professeur a su encore se battre et donner tout ce qu'elle avait pour m'aider à libérer mon plein potentiel. Elle a dû sécuriser encore 3 financements de plus d'1 million d'euros pour m'aider à mener ce projet à bien. Pourquoi? Parce qu'elle y croyait fermement que j'étais capable de mener ce projet à bout et de le faire de manière excellente. Et je pense qu'elle a tout risqué et elle a eu raison parce que le reste est entré dans l'histoire puisque j'ai eu mon PhD en 2018, j'ai soutenu en 2018 et après, j'ai reçu à publier 12 papiers de thèse comme first auteur. C'est-à-dire que de ce travail que j'ai fait, j'ai publié 12 articles comme first auteur de 2016 à 2022. J'ai publié chaque année jusqu'en 2022 tous les papiers qui sont sortis de tous les travaux qui ont été générés par ce travail de thèse-là. Et notamment cet article-ci, qui était mon tout premier article de thèse, qui a eu aujourd'hui plus de 700 citations, de 77 000 vues et downloads dans le monde, et qui m'ont également ouvert les portes d'une certaine reconnaissance internationale. Et à la suite de ça, donc en 2018, de 2018 à 2020, 2018 à 2020, je décide de rentrer au Cameroun en 2018 et de revenir sur mes terres et pouvoir give back to my community, comme on dit. Mais sauf que c'était un peu galère, si je ne vous cache pas, rentrer quand vous quittez l'Afrique du Sud pour rentrer chez vous en Afrique centrale. Vous rencontrez beaucoup de challenges et ça m'a pris du temps à comprendre ce qu'il fallait faire pour cette up mon unité de recherche, travailler, mais à la fin, j'ai pu encore avoir le support pour trouver le déclic, pour trouver le chemin et trouver des financements qui m'ont donc permis je vais dire, de libérer mon potentiel pleinement et de comprendre ce que je voulais faire, notamment ce premier financement de Cambridge Africa Alborada en décembre 2020. En 2021, j'ai eu deux autres projets. En 2020, côté des mêmes travaux de recherche, qui étaient liés à ma vision. Et je vais vous revenir après en détail sur cette vision-là. Et en 2023, j'ai encore un autre. Et tous ces travaux-là, c'était lié à ma personne, à ma personnalité, à la vision que j'avais du monde et à ce que je voulais faire dans le monde. Et notamment, la plus grande reconnaissance a été notamment la sélection pour le FAIR Group 2022. Et là, avec des visites à l'OMS, on peut voir que je suis la seule africaine noire dans ce groupe. Et en fait, il y a 3 Africains, mais une Sud-Africaine qui est blanche et un Africain noir qu'on peut voir sur l'image derrière, pas très loin de moi. Et c'était une très grande reconnaissance pour moi parce que je suis aussi la plus jeune dans ce groupe-là et malgré cela, ils ont accepté le fait qu'on peut être jeune et faire de grandes choses et impacter le monde. Et ceux qui ne savent pas, c'est à une femme qui donne la vie, puissent les voir les enfants vivre et que tous les enfants qui naissent en Afrique puissent également vivre en bonne santé. On ne peut pas être là à toujours voir des gens mourir. On se dit que c'est normal, c'est la fatalité. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ailleurs, sur d'autres cieux, quand une femme est enceinte, on sait qu'elle va accoucher et que l'enfant sera en bonne santé et que l'enfant va vivre au moins 80 ans. On est chez nous, quand on est en Afrique, et si je parle de mon cas particulièrement, parce que même moi, quand je suis accouché de mes enfants, j'ai eu très peur parce que je savais que soit je mourrais, soit ils mourraient. Et aussi, quand tu grandis, tous les jours, tu dors, tu te réveilles, l'enfant est malade. Même si tu prends toutes les précautions du monde, il y a toujours quelque chose qui survient, tu ne sais pas comment tu dois faire et c'est stressant. Et imaginez 6 mois qui ressent ça en termes de professionnel de la santé, de chercheuse qui a toutes les facilités et les accès aux soins et l'argent pour m'occuper de mes enfants. Qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas de moyens pour amener les enfants à l'hôpital ou pour acheter les médicaments? Donc, vu cet aspect-là, vu que je vous ai dit que moi, je suis une privilégiée, quand j'ai remarqué que j'étais privilégiée dans ce cas-là, il fallait que je travaille dessus pour résoudre ces problèmes-là.
Donc, malgré le fait que mon PhD était en food safety, j'ai donc volontairement décidé en 2020 de changer ma carrière, ma trajectoire de carrière, mes aires de recherche pour travailler dans la santé maternelle et infantile, notamment avec la surveillance des groupes B Streptococcus et des ESCAPE. Tout ce qui connaissent ESCAPE, je pense que si certains font un peu la résistance aux antimicrobiens, les maladies infectieuses, savent de quoi on parle. J'ai fait de la surveillance, mais j'ai fait également les travaux de prévention, de limitation de la dissémination de la résistance aux antimicrobiens de la mère à l'enfant, et également des solutions de diagnostic et d'antimicrobial stewardship. Et la surveillance a commencé justement avec le projet Cambridge Africa Alborada, dans lequel on investiguait le Streptococcus agalactiae chez les femmes enceintes et les nouveau-nés. Jusqu'à cette époque, en 2020, il y avait un grand momentum vers le groupe B Streptococcus qui disait que l'OMS et tous les organismes internationaux disaient que en Afrique, les enfants meurent à cause du Streptococcus agalactiae. Et bien, c'est ça que moi, je suis partie investiguer pour voir si c'était aussi le cas au Cameroun. Et on a effectivement eu ce petit projet de 18 000 pounds, 18 000 livres sterling. Et ça, c'était un de mes mentors, celui qui m'a aidé à avoir ce projet, puisqu'il faut avoir un collaborateur, professeur Steven Bentley, qui est actuellement à Wellcome Sanger Institute. On a fait le projet ensemble, on a fait la simple collection d'approximativement 300 femmes et leurs bébés, vous pouvez voir en image. Et on a justement cherché le Streptococcus agalactiae au Cameroun en faisant des techniques phénotypiques, notamment la détection du camp factors et les techniques moléculaires pour détecter les gènes d'identification du Streptococcus agalactiae. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'il y avait une très faible prévalence de GBS chez les femmes enceintes et les nouveau-nés. Quand je dis faible prévalence, là, on est à 13% et 6% chez les nouveau-nés. Mais le pire, c'est que quand on est parti au séquençage, on a vu que ce n'était pas des GBS. Ça veut dire qu'on a eu à séquencer ces souches qu'on pensait être des groupes B Streptococcus. Et à la fin, on a vu que ce n'était même pas des groupes B Streptococcus parce qu'il y avait d'autres choses certainement dans le microbiome des femmes enceintes et des enfants qui faisaient semblant d'être des Streptococcus agalactiae, qui avaient certaines compétences phénotypiques qui semblaient s'apparier aux Streptococcus agalactiae, mais qui de manière génomique n'étaient pas des Streptococcus agalactiae. Et durant cette même période, une de Hélène Caillé a pris le même échantillon, mais cette fois-ci pour son master, elle a investigué les souches de Staphylococcus et Staphylococcus, tout y compris Staphylococcus aureus et les autres Staphylococcus non aureus. Elle a investigué les mêmes échantillons que nous. Et surprise, et le devoir, les GBS, on a plutôt vu qu'il y avait plein de Staphylococcus chez les femmes enceintes. Plus de 80% des femmes étaient colonisées par les staph. On va dire que c'est normal, mais sauf que sur ces femmes-là, sur ces 80%, 100% d'entre elles étaient colonisées par des staphylocoques résistants à la méticilline. Et pareil chez les nouveau-nés, on a vu que 40% des nouveau-nés étaient colonisés par les souches de staphylocoques. Et dans 95% des cas, ces souches-là étaient résistantes à la méticilline. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la résistance à la méticilline, en réalité, la méticilline, chez le staph, c'est l'antibiotique qu'on utilise pour détruire le staphylocoque dans le corps. Et lorsque vous êtes résistant à la méticilline, vous ne pouvez pas prendre une bêta-lactamine pour traiter un enfant. Or, la bêta-lactamine, ce sont les antibiotiques les plus utilisés au monde et les plus accessibles pour les enfants. Ça veut dire que tous les enfants, là, s'ils ont une infection à un staphylocoque aureus ou non aureus, comme dans le cas de l'espèce on a vu similans et zyllosus, on ne pourrait pas le traiter avec, par exemple, l'ampicilline ou l'amoxicilline. Ce qui serait très grave parce que ce sont les antibiotiques de première intention qu'on utilise le traitement des infections, notamment les septicémies et autres. Et donc, on a vu que c'était un problème puisque 100% des enfants, des femmes étaient colonisées par les MRSA et 95% des nouveau-nés. Sauf qu'on a fait plus loin. On a également screené cette même cohorte-là parce que lorsqu'on cherchait, moi j'ai pris mes échantillons, j'ai également screené pour spectre étendu. Et j'ai vu que sur 10 échantillons que j'avais pris pour screener au hasard, 9 sur 10 étaient positifs. Et je me suis dit qu'il y a un gros problème là et que je ne pourrais pas juste me limiter au groupe B Streptococcus. Donc, j'ai recherché notre financement en expliquant ça au funder et j'ai gagné ce financement-là de Trasher cette fois-ci pour rescreener les échantillons précédents, mais également pour refaire une autre étude qui devait investiguer une nouvelle cohorte de femmes enceintes, de nouveau-nés et l'environnement hospitalier. Et c'est ce qu'on a fait cette fois-ci, toujours avec le même mentor et un autre mentor qui s'est joint à moi, qui m'a également aidé à comprendre ce que je voulais faire et comment il fait pour y arriver. Et j'ai eu une étudiante, Axel Diona, qui s'y est collée pour investiguer pour son master les enfants et les femmes enceintes.
Et dans son cas, elle a collecté 100 mères. Elle a voulu collecter 100 mères et leur bébé. Elle a également collecté les travailleurs et l'environnement hospitalier d'une structure de Yaoundé. Et l'analyse rétrospective, c'est-à-dire qu'on a pris la cohorte de 2020, on a réanalysé les échantillons conservés, c'était environ 600 échantillons, donc presque 300 pour les femmes et 250 chez les enfants. On a réanalysé tout ça pour rechercher les entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu. Et on a utilisé des méthodes phénotypiques pour screener avec des galeries entéro-ID et les milieux chromogéniques. On a également fait des techniques moléculaires de détection pour les gènes de résistance. Et pour la cohorte rétrospective, on a vu que 50% de la population des femmes enceintes étaient colonisées par des souches de bêta-lactamase à spectre étendu. Et pour les enfants, 20% étaient colonisés par des souches de bêta-lactamase à spectre étendu, mais également 10% étaient colonisés par des non-fermentées, c'est-à-dire des pseudomonas ou des acinetobactères qui étaient productrices de bêta-lactamase à spectre étendu. Encore une fois, les ISBL, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des phénotypes de résistance aux antibiotiques que certaines bactéries, comme les entérobactéries, utilisent pour éviter l'action des antibiotiques, pour ne pas se faire tuer, en fait. Et ils ont été reconnus comme étant des souches critiques par l'OMS, c'est-à-dire des souches critiques en recherche. C'est-à-dire que si vous devez faire la recherche, on doit les considérer en priorité. Pourquoi? Parce qu'elles tuent énormément. Et on voit que rien que dans les échantillons de 2020, on a cette prévalence qui était très forte, déjà 50% chez les femmes et 20% chez les enfants, qui nous montre qu'il y a un problème majeur parce que vous ne pouvez pas être colonisé par des souches pathogéniques comme ça ou des souches résistantes comme ça. Et ça veut dire que quand vous serez malade, ça sera encore plus grave parce que ce sont ces souches-là qui risquent de vous rendre malade. Et dans les échantillons prospectifs, l'échantillon que l'étudiante a investigué, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé que là, elle est partie du fait que on cherche d'abord les entérobactéries. Et parmi les entérobactéries, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que les femmes enceintes étaient colonisées à près de 90% par les entérobactéries. On va dire que c'est normal parce que les femmes portent souvent les entérobactéries compte tenu de la proximité du vagin et du rectum. Mais sauf que parmi ces entérobactéries-là, elle a remarqué que 90% des femmes colonisées étaient colonisées par des entérobactéries multirésistantes. Ça veut dire que les multirésistantes, ce sont des bactéries qui sont résistantes à plus de 3 familles d'antibiotiques. 90% de ces femmes-là portaient des bactéries multirésistantes. Et on a continué plus bas, on a vu que sur ces 90%, près de 60% avec des bactéries à la fois multirésistantes et ISBL, c'est-à-dire bêta-lactamase résistante. Ça veut dire qu'à la fin, on a le combo direct ou spécial pour tuer quelqu'un. C'est-à-dire que si dans un cas, elle a une infection urinaire ou si cette bactérie passe à son enfant et que l'enfant fait une septicémie par cette bactérie-là, qui est MDR-ISBL, on a toutes les chances de voir l'enfant mourir. On a toutes les chances, pourquoi? Parce que ces bactéries, quand on dit multirésistantes, c'est-à-dire il y a 3 familles. ISBL, ça fait une autre famille qui s'est ajoutée à ces multirésistances-là. Et on a le combo spécial parce qu'on ne pourra pas traiter ni l'enfant ni la mère. Ou alors, le temps qu'on réussisse à trouver l'antibiotique adéquat, eh bien, l'enfant, il sera trop tard, soit pour la mère, soit pour le bébé. Et quand on est parti chez les enfants, on a vu qu'à peu près 25% des enfants étaient colonisés par des entérobactéries et 65% de ces enfants étaient colonisés par des MDR enterobacteriales et 36%, à peu près la moitié, 36% étaient colonisés par des souches multidérésistantes et ISBL à la fois. Contrairement chez les travailleurs, on avait une prévalence d'à peu près 20% pour les travailleurs, parce qu'on a collecté 25% de travailleurs uniquement, mais 5 sur ces 25 étaient colonisés, et tous les 5 étaient colonisés par des souches multidrogues résistantes. Et 40% d'entre eux étaient colonisés par des souches multirésistantes et bêta-lactamase à spectre étendu à la fois. Le gène qui prédominait était le gène CTXM à plus de 75% dans les isolats investigués. Et ce qui est cohérent avec ce qu'on voit dans la littérature africaine et dans le monde, même c'est le gène de résistance de BLCE qui circule partout dans le monde. Et on se demandait quelle est la prévalence d'enfants positifs qui sont nés de mères positives. On a vu qu'ils étaient 17 sur 22, d'à peu près 80% ou 77% si vous voulez, qui étaient colonisés, qui étaient nés de mères positives. Mais là, on se demandait, est-ce que c'est une vraie transmission verticale? Est-ce que la mère transmet vraiment à l'enfant?
J'ai envie de vous dire, si on vous pose cette question, vous-même, quand vous allez voir 17 sur 22, vous allez dire oui, les mères positives, les enfants positifs. Donc, oui, il y a une liaison, il y a une corrélation. Donc, peut-être que la mère transmet à l'enfant. De manière phénotypique, on aurait pensé ça. Mais on sait dire qu'on a des outils moléculaires de base qui nous permettraient de déterminer ça de manière génotypique. Et c'est ce qu'on a fait. On a investigué à l'aide de Eric PCR les corrélations entre les sources, les bactéries, les profils, les dates de collecte des échantillons. Et on a pu voir que de tous les profils qu'on a vus, de 17 mères et enfants liés, il n'y avait qu'un seul couple, ce couple-ci, qui était la mère et son enfant positif. Mais sauf qu'on voit déjà ici que le profil de l'enfant en termes de DSP et de MDR est déjà différent. L'enfant est 8 ici en MDR, tandis que la mère est négative. Et si on remarque très bien, on voit que cet enfant plus haut est né, est né 6 jours avant et il partage un ancêtre commun avec ce couple-ci. C'est-à-dire qu'il y a une relation, les sources d'ici sont liées entre elles par quelque chose de manière génotypique. Elles sont très proches l'une de l'autre. Pour montrer à quel point la transmission verticale était peu plausible, on a encore vu qu'il y avait d'autres couples, cette fois-ci, une mère et un enfant et un travailleur qui n'était pas du tout, la mère et l'enfant n'étaient pas du tout liés. Le travailleur était juste là, il est passé in between. On voit que la mère est accouchée le 16, le travailleur est passé là le 18 et le bébé est né le 20. Le couple mère-enfant est identique et il y a un ancêtre commun avec le travailleur ici. Et le pire de tout, c'était ce couple-ci dans ce cluster E8. On a vu que un batch d'Isola prévenait de 3 enfants différents avec une mère qui n'avait rien à voir avec eux. Les 3 enfants étaient nés, d'eux était né le même jour, un était né un jour après. Ils avaient le même profil de résistance. Ils étaient complètement identiques de manière génomique. Pareil avec la mère, tous étaient identiques. La mère avait déjà une différence ici, mais elle est passée le 18 mars. C'est-à-dire qu'elle a accouché à l'hôpital le 18 mars, mais elle a quand même réussi à avoir un isolat qui correspondait à ceux des 3 enfants qui étaient nés quelques 10 jours avant. Donc, ça nous a montré qu'en réalité, ce n'est pas forcément la transmission verticale qui était en jeu dans le cas d'espèces ou dans le cas des infections néonatales, c'est probablement la transmission horizontale. Et pour continuer cette lancée, un de mes étudiants qui était recherche assistant dans le projet de Trasher, le projet qui était lead by Axel, s'appelait Patrice Coudon, il a fait pour son travail de master un travail similaire, sauf qu'il investiguait les souches de plasmide médiatique, les souches de bêta-atomase à spectre étendu résistantes au Tylenol, et il a investigué les patients hospitalisés, l'environnement hospitalier et les wastewater dans 2 structures hospitalières de Yaoundé, dans les plus grandes structures en fait, sanitaires de Yaoundé. Il a collecté près de 500 échantillons cliniques, 141 échantillons environnementaux et 18 échantillons de wastewater. Il a trouvé que 13% de BSE étaient trouvés dans les échantillons cliniques, 27% des échantillons environnementaux étaient positifs au bêta-lactamase aspect étendu et 18% et 100% de tous les échantillons qu'il a collectés dans les wastewater étaient également positifs par les bêta-lactamase aspect étendu. Et pareil, il voulait savoir est-ce qu'il y a une relation phénotypique ou alors génomique avec ces souches-là. Il a investigué, donc il a fait les mêmes travaux qu'on a fait avec Arcel. Et on peut voir qu'il y a des patients dans la néonatologie, c'est-à-dire des enfants de moins de 28 jours, qui ont des souches de Klebsiella pneumoniae identiques. Et pareil, ici, on peut voir que les souches sont identiques et les profils se rapprochent de ceux retrouvés dans le wastewater treatment, dans le wastewater de l'hôpital des urgences. Et ceci nous montre que la transmission ou alors la mortalité néonatale pourrait être influencée par la transmission horizontale en milieu hospitalier et certainement aussi en milieu communautaire parce qu'on n'a pas investigué la communauté. On ne sait pas ce qui se passe en communauté. On a pris l'hôpital comme proxy pour nous permettre de comprendre ce qui se passe pour pouvoir après prendre des mesures ou des actions qui vont nous aider à corriger la situation en milieu hospitalier et puis par la suite en communauté. Et donc, les 2 travaux de ces jeunes enfants que vous voyez, ils ont moins de 25 ans, les deux ils ont moins de 25 ans, l'autre de 22 ans. On vous dit que everybody is a genius, ça c'est la citation d'Albert Einstein. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à son habitat grimper un arbre, il va vivre toute sa vie en pensant qu'il ne peut pas le faire parce qu'il est stupide. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas d'Axel parce qu'elle avait un très grand manque de confiance en elle. Elle ne pensait pas un jour qu'elle puisse avoir fait un grand travail de recherche ou qu'elle puisse être aussi haut. Elle avait vraiment besoin de se booster. En travaillant avec moi, elle a pu trouver la confiance en elle
pour se surpasser et elle a réussi à avoir son diplôme avec une mention très excellente. Elle a publié son article dans un journal Impact Factor 4.9. Ceux qui font la recherche, vous savez ce que c'est que de publier dans Impact Factor 4.9 alors qu'elle a que le master. Donc, vous imaginez comment c'est le mindset qui a changé. Elle a travaillé dur pour y arriver et c'est ce qu'on attend de voir pour la prochaine génération. Et c'est ce que Patrice a également démontré. Il a soutenu récemment son master. Il a eu non seulement une mention plus qu'excellente parce qu'il avait plus de 80% à l'évaluation, mais il était le meilleur étudiant de toute l'université de Tchang. C'est-à-dire que de toute l'université, toute faculté comprise, il était le meilleur étudiant parce qu'il a fait un travail tellement remarquable qu'il a été acclamé même par le vice-chancellor de l'université. Actuellement, puisqu'il a travaillé sous mon aile, il a actuellement 7 publications à son actif et 2 en cours. C'est-à-dire qu'il est déjà préparé pour arriver plus haut parce qu'il a eu la confiance et le boost nécessaire qu'il lui fallait en fait pour savoir ce qu'il voulait faire dans sa vie. Et donc, comme je vous le disais, je suis privilégiée et j'ai compris que être privilégié vous donne l'obligation d'être responsable aussi des autres, de la communauté, tout ce qui va avec, d'améliorer la vie des autres. Et comme Baye Kibaki l'a dit, le leadership, c'est un privilège d'améliorer la vie des autres. Ce n'est pas une opportunité de satisfaire ses besoins personnels. Et donc, on ne s'est pas limité à se dire, OK, les gens, je n'aide que ceux qui travaillent avec moi, je n'aide que ceux qui viennent dans mon unité de recherche, je n'aide que ceux qui travaillent sur, on va dire, sur la santé maternelle et infantile. Mais on s'est dit, il faut aussi aider les autres. Quand ce qu'on fait des autres qui ne travaillent pas avec nous, on doit aussi les aider. Donc, on a fait des workshops ouverts aux chercheurs, aux scientifiques, aux étudiants externes en 2022 au CEPCAM-RI. Et là, on a fait des workshops en termes de recherche skills and molecular biology parce qu'on a remarqué que beaucoup de jeunes ont envie de faire des recherches de pointe, mais ne savent pas faire le minimum basique. C'est-à-dire qu'on leur a appris comment est-ce qu'on fait la recherche, qu'est-ce qu'il faut faire la recherche, comment est-ce qu'on fait les cultures, comment est-ce qu'on fait la biologie moléculaire, les techniques. On a tout fait ça ensemble pendant 3 jours. Et là, c'est en 2022, on a eu, je pense, 12 ou 15 personnes, comme vous pouvez voir en image. Et en 2023, on a refait ça cette fois-ci en bioinformatique parce que s'il y a vraiment un besoin criard d'améliorer le human workforce, les ressources humaines en bioinformatique en Afrique. Et donc, on s'est dit qu'on devait faire ça. Et ça, c'était le premier workshop en bioinformatique en bactérial antimicrobial résistance au Cameroun parce qu'il n'y en avait pas eu. Il y en avait beaucoup en malaria, il y en a beaucoup en virologie, mais aucune en antimicrobial résistance. Et donc, on a fait ça. Il y a eu une douzaine de participants. On a travaillé de manière hybride avec des collaborateurs du monde entier, des États-Unis, du Canada et encore des mentors d'Afrique du Sud et de United Kingdom, comme vous pouvez voir en image. Mais sauf qu'on s'est pas arrêté là. Ce serait trop beau de se dire qu'on s'arrête juste sur les adultes parce que, en réalité, si un adulte vient devant nous et qu'il a des manquements, c'est qu'il y a des choses qui ont été manquées aussi plus tôt dans sa vie. Et comme Tom Mann l'a dit, the future of the world belongs to the youth of the world. And it's from the youth and not from the old that the fire of life will warm and enlighten the world. Donc, c'est de la jeunesse que le feu de la vie et de la lumière de la vie va éclairer le monde. Ce n'est pas de l'âge des plus âgés. Donc, on s'est dit, il faut encore aller plus tôt que ça. On est reparti cette fois-ci avec l'Académie des jeunes scientifiques dans des écoles. Là, on peut voir en 2022, on a fait des outreach events qui ciblaient spécifiquement les filles, d'abord les filles qui finissaient l'école de 16 à 18 ans, on dit high school, c'est-à-dire première et terminale, qui étaient à l'approche de la vie universitaire pour les montrer qu'elles ne devaient pas se limiter de ce que le monde leur a fait croire jusqu'à leur âge, ou alors de douter sur leurs compétences, mais au contraire qu'elles devaient avoir foi en elles et être les meilleures versions d'elles-mêmes. Et là, vous pouvez voir en image la présidente de l'Académie des jeunes scientifiques, le docteur Justine Germain, le secrétaire général et beaucoup d'autres membres de l'Académie des jeunes scientifiques. C'était une trentaine, une quarantaine d'étudiantes qui ont été ciblées et qui ont participé à cet événement-là. Mais une fois de plus, on se repose toujours la question, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'en ciblant les personnes de 16 à 18 ans, est-ce qu'on a fait tout le travail qu'il fallait faire? Et on réalise que non. Non, pourquoi? Parce que si arrivé à cet âge-là, ils ont déjà des blocages, des blessures, et ce n'est pas à 18 ans qu'on va tout corriger. On s'est dit qu'on va aller encore plus tôt que ça, et on est parti cette fois-ci en sixième, c'est-à-dire la première classe du collège. On est parti cibler cette fois-ci 100 enfants de 8 à 13 ans. On a fait cette fois-là des activités scientifiques pour les encourager à faire des carrières STEM, que ce soit on a fait des travaux de microscopes digitaux, de pipetting, de empowerment, c'est-à-dire qu'on les a sensibilisés sur la IPC, le lavage des mains, sur comment utiliser le microscope, comment utiliser des pipettes
et lavage, et aussi comment prendre la température avec des médecins. Et c'était un événement qui était tellement remarquable parce qu'il y a des enfants qui, au sorti de cet événement-là, ont réalisé qu'en fait, ils ne devaient pas se limiter avec des choses conventionnelles, mais qu'ils pouvaient changer le monde eux-mêmes. Et effectivement, ce sont ces enfants-là qui vont changer le monde. Nous, ce qu'on fait, c'est juste donner la flamme à ces enfants parce que si ce qu'on fait aujourd'hui ne sera jamais suffisant. Donc, on leur donne la flamme pour qu'ils puissent aller changer les choses et être des exemples aussi dans leur communauté. On va dire que c'était trop, mais non, c'était pas suffisant. On a dit qu'il fallait aussi, en fait, inclure maintenant les leaders. Là, j'ai eu l'opportunité en 2024 d'interviewer le professeur Iruka Okeke dans le cadre toujours la Journée internationale de la femme avec le parrainage de l'Académie des jeunes scientifiques du Cameroun. Et une fois de plus, le but ici, c'était de sensibiliser les gens, sensibiliser la jeunesse, mais aussi sensibiliser les leaders, ceux qui sont dans les postes de position. C'est à vous de donner la porte, d'ouvrir la porte aux autres. C'est à vous de chercher ceux qui ont le potentiel de les remettre à leur place. C'est à vous de donner l'espoir aux autres. Et c'est ce qu'elle a dit avec clarté, avec totale intelligence dans son message. Et je voulais suivre quelques secondes du teaser, si ça veut bien lire. Je ne sais pas si ça va lire, mais bon. Parce qu'il y avait un teaser ici de quelques secondes que j'essaie de faire. Euh, bon, je ne saurais pas lire. C'est pas grave. Parce que dans son message, elle disait, tout le monde peut le faire, tout le monde peut y arriver, tout le monde peut être professeur, tout le monde peut être docteur. Mais si vous ne croyez pas en vous, vous n'allez pas y arriver. Mais tout le monde peut le faire. Donc, c'est important que tout le monde qui soit actuellement en train de réfléchir, est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je ne peux pas y arriver? Non, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver et ce n'est pas, même, vous pouvez même faire plus que ce que vous imaginez que vous pouvez faire. Et là également dit, il faut plus de femmes visibles, il faut plus de femmes rôle modèles visibles, il faut les rendre visibles, il nous faut plus de male allies, il nous faut plus africains. And I'd like all of us to believe that it is possible to take one day at a time. But I also think that we should believe, we should have a long view. And if you are, well, is it ever possible? Will I ever be a professor? Will I ever be a group leader and so on? It is possible. A lot more women are accomplishing this. And I'm hoping that a lot more women will try because it is very, very, very possible. Voilà, dans ce message, elle dit qu'il faut plus de male allies et de female role models et de male allies. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des role models et des male allies et les professeurs qui m'ont inspiré sont à peu près ici. J'ai certainement oublié d'autres personnes. Il y a aussi des femmes qui étaient des role models, des mentors pour moi et qui m'ont poussé à croire en moi. Mais j'ai aussi eu des male allies. Le premier male allies, les alliés hommes que j'ai eu, c'était mon mari. Voilà, ça aide d'avoir un mari qui fait de la science parfois. Donc, c'est mon mari qui est aussi mon mentor, un allié, un partenaire qui m'a inspiré. Il est actuellement directeur du centre d'expertise génétique biologique et également chercheur. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vous supporte, qui vous aide, ça vous aide à vous dépasser aussi, à faire mieux que ce que vous-même pouvez imaginer de vous. Et après, il y a le professeur Bentley que vous avez eu à voir dans certaines médias pour qui a cru en moi alors qu'il ne me connaissait pas. Il ne me connaissait pas, il a juste cherché à percevoir cette étincelle-là que le professeur Isaac avait déjà vu et il m'a donné les clés à sa façon pour que je puisse me développer, atteindre, à libérer mon potentiel. Étant en Afrique, je tiens à vous dire que j'ai fait tout ça en Afrique, j'étais nulle part qu'en Afrique. Et là, il y a le professeur Nicolas Fézier également qui est aussi en train de pousser pour encore ajouter, amplifier mon impact parce que quand on arrive à un niveau, il faut arriver encore plus haut puisqu'il y a toujours une autre montagne après. Il y a toujours une montagne plus haute à gravir parce qu'il faudrait qu'à la fin, vous laissez quelque chose au monde. Votre vie doit servir à quelque chose et non juste à vivre pour dire, OK, j'ai vécu, je suis mort, ça va. Non, vous devez laisser quelque chose au monde et c'est ce que je m'efforce à faire dans mes actions. Et donc, c'est là que je parlais, la legacy. Qu'est-ce que le monde va retenir de moi? Life is a gift and it offers us the privilege, opportunity and the responsibility to give something back by becoming more. Tout ce que j'ai fait, je n'ai pas fait comme ça en un jour, je l'ai fait avec du temps en essayant de devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de mieux qui puisse contribuer à aider les autres. Et donc, quand on est de manière courante dans ce qu'on peut faire de manière usuelle, à un moment donné, s'il faut laisser une legacy, il faut sortir de sa zone de confort, il faut se faire violence, et pour se faire violence, il faut que vous-même vous devez vous transformer. C'est ce que j'ai essayé de faire avec la communauté que j'ai créée avec mon amie Safia Tidabo, qui s'est basée sur le fait qu'en étant des femmes, on a des difficultés que seules les femmes peuvent comprendre. Personne ne pourra comprendre ce que c'est que d'avoir être une femme, s'occuper de son mari, des enfants, partir travailler et d'être productif, à part une autre femme. Un homme ne peut pas comprendre ça. Donc, en se basant sur nos différences, on a créé une association African Women in Science pour
effectivement d'abord avoir plus de femmes africaines, role models. Donc, on dit, il y en a déjà des modèles, peut-être à l'étranger, mais les femmes africaines role modèles ne sont pas si nombreuses. Donc, nous, on veut être des rôles modèles pour les autres femmes africaines. Parce que si j'avais un rôle modèle qui était africain, je pense que j'aurais plus cru en moi que si c'était comme c'était des étrangers, des personnes de couleur, d'autres couleurs. Et on est une communauté qui se veut supportive, qui encourage les autres, qui célèbre les autres et qui aide justement, qui aide les jeunes, la jeunesse et les femmes à travers des mentorships, à travers des trainings et des scholarships. Et si là, on a fait déjà un article pour montrer les challenges que les femmes en Afrique ou les femmes africaines rencontrent en sciences. Et on a fait un call for mentee récemment et on va lancer bientôt le premier cohort de mentorship programme. Si vous voulez rejoindre Arwins, le network, vous pouvez me contacter inbox après. Mais c'est pas tout. Après ça, j'ai également fait une communauté des scientifiques qui ne sont pas juste des femmes, mais juste tous des scientifiques, bachelor, master, doctorat, senior chercheurs, pour pouvoir se développer, pour pouvoir libérer le potentiel. Parce que quand on est parfois dans les pays à ressources limitées, on a besoin de support, on a besoin d'assistance, on a besoin de conseils. Mais sauf qu'on cherche les conseils tous au même endroit, alors que parfois, un collaborateur qui a apparemment le même niveau que moi pourra avoir une information qui me manque et pourrait m'aider à avancer plus vite. Et donc, c'est ça qu'on fait dans cette communauté qui est sur School Academy. Si vous voulez venir, encore une fois, il y a des moyens de joindre. Vous pouvez joindre ici en haut dans la présentation. Et c'est facile parce que tout le monde du monde entier entre dans cette communauté pour apprendre, trouver l'inspiration, collaborer, trouver des mentors, apprendre à écrire des projets et gérer des projets. Mais c'est pas toujours tout. On pourrait s'arrêter là, mais non, c'est pas tout. On va toujours aller plus haut, plus fort. Et on s'est dit qu'il faut toujours aider à résoudre les problèmes qu'on a expérimentés. Donc, moi, j'ai fait une formation. Après mon PhD, j'ai appris la bioinformatique en autodidacte. C'est-à-dire que je faisais la bioinformatique en faisant tous les cours en ligne qui existaient et en assistant à tous les workshops, tous les séminaires que je voyais. Et j'ai fait ça. Et la bioinformatique, ceux qui connaissent savent que c'est un domaine qui est extrêmement compliqué à maîtriser, à comprendre. Et imaginez le faire dans une langue étrangère. Ça veut dire qu'il fallait faire ça et faire ça en anglais. J'ai eu à faire ça pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, j'ai réussi à arriver au bout, mais je n'ai pas réalisé à quel point c'était épuisant et c'était épuisant pour moi. C'est quand j'ai fini de faire les 4 ans que j'ai réalisé que j'étais compétente suffisamment pour faire les bioinformatiques, analysis myself, que j'ai pris conscience, en fait, si je suis arrivée au bout, c'est parce que j'étais suffisamment déterminée, que j'étais aveuglée par le challenge qui était la barrière de la langue. Et donc, j'ai décidé de créer une EdTech, une education platform pour justement résoudre le problème de barrière de la langue dans l'apprentissage de la bioinformatique avec Data Africa, où on vous aide à non seulement apprendre la bioinformatique, mais aussi à libérer votre plein potentiel avec des coachings et autres, des cours en ligne. Donc, vous pouvez visiter le site également si vous le souhaitez. Mais on pourrait penser qu'on devait s'arrêter là. Encore une fois, non, c'est pas assez. Il faut toujours faire plus, il faut donner plus. Et pour pouvoir changer réellement les choses, il faut communiquer. Il faut communiquer pas seulement pour les scientifiques, parce que nous, scientifiques, on n'aime pas parler. On n'aime pas parler hors des conférences. On parle uniquement quand on est en conférence, quand c'est trop sérieux. Mais hors de la conférence, on dit non, 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 on ne parle pas, on se cache parce qu'on estime que peut-être il faut rester caché, je ne sais pas trop. Mais sauf que la communauté a besoin de savoir ce qu'on fait. La communauté a besoin de comprendre ce qu'on fait pour pouvoir aussi changer les perspectives, le regard, et pour pouvoir nous aider à résoudre les problèmes de la communauté. Et donc, c'est ça que j'ai décidé de faire cette année. J'ai commencé ça en avril avec la chaîne YouTube de Day to Africa. Parce que si vous voulez changer les jeunes, il faut changer les jeunes, oui, mais il faut changer aussi la société. Il faut changer aussi les parents, il faut changer aussi les mentors, tout ce qui contribue à perpétuer le cycle de tout ce qui nous entoure en Afrique et qui fait qu'on est toujours derrière, parce que c'est la mentalité africaine qui fait qu'on est toujours derrière. Il n'y a rien d'autre qui nous bloque, c'est juste ça. Et donc, Day2 Africa, c'est une chaîne YouTube dans laquelle je partage mon expérience en tant que femme chercheuse. Et on essaye de changer la mentalité des Africains, comme je l'ai dit, de donner des astuces pour les scientifiques, d'inspirer, de donner des messages de motivation et de stimuler la révolution de l'Afrique par les Africains. On a également un podcast et le podcast met en lumière les scientifiques qui se battent pour pour accomplir de belles choses en Afrique. Là, vous pouvez voir notre dernier épisode avec Amadou Diallo, qui est bioinformaticien au Sénégal. On a eu des personnes de Côte d'Ivoire, des États-Unis et même des architectes. Donc, on interviewe toute personne qui est scientifique et qui pense réellement à changer les choses en Afrique, en étant en Afrique, et à se dire que nous aussi, on peut être différents, on peut aussi contribuer
au monde meilleur auquel on aspire. Voilà, merci. Je ne sais pas si j'étais un peu trop longue, mais merci pour votre attention. Je suis ravie de prendre vos questions. Merci, docteur Founou. Merci pour cette très belle présentation. Ça n'a pas été du tout longue. C'est d'ailleurs le principe même de cette communication. Alors, on va commencer avec ceux qui sont en ligne. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde dans le chat, je n'en ai pas encore vu. Est-ce qu'il y a des mains levées? On va commencer par le chat avant d'aller dans la salle, sur place là-bas. Oui, docteur Gildas, je vois une main levée. Docteur Gildas, vous avez la Oui, parole. oui, 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 bonjour, merci. Déjà, félicitations, Madame Lona. On se connaît virtuellement et franchement, c'est comme si on était dans la salle. C'est très, très bien et félicitations encore pour tout ce que vous faites. J'avais juste une petite question autour bon, disons, en tant que disciple de Sabiha, on la connaît très bien en tant qu'une spécialiste de Implementation Research. Donc, je ce que vous présentiez autour des thématiques, notamment au niveau de childhood septicemia et tout. Je m'attendais un peu à voir un peu du IPC. Donc, est-ce que vous en avez fait ou bien ou bien si c'est la suite, donc, euh, sur place au Cameroun, avec le plateau technique, est-ce que vous arrivez à monter des projets de IPC ensemble avec les cliniciens pour vraiment passer à l'étape de prévention et de solution d'intervention? Parce que je crois que c'est ça, finalement, quand on suit bien votre vision, c'est là où vous voulez arriver. Voilà ce que je voulais demander. Sinon, c'est Euh, top. Merci, docteur Gildas. Alors, je précise, hein, IPC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Infection Prevention and Control. Euh, parce qu'on a beaucoup de jeunes dans la salle qui peuvent peut-être ne pas savoir. Alors, docteur Founou, je propose qu'on interagisse au fur et à mesure avant de prendre d'autres questions. OK. OK, merci beaucoup, Dr. Gildas, pour la question. Et c'est une très belle question, c'est normal. Juste que là, au départ, on ne savait pas ce qui se passait. Donc, comme j'ai dit, on essayait d'abord de comprendre ce qui se passait dans les hôpitaux, dans la communauté, parce que moi, je n'avais aucune information de la situation de la mortalité néonatale au Cameroun. Donc, la première étape, c'est la surveillance. Et lorsqu'on sait déjà sur quel pied se pencher ou sur quel problème agir, on se base vers les solutions. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Actuellement, pour mon postdoc, je travaille pour la création de diagnostic solution, dans le développement d'une solution de diagnostic pour détecter les infections néonatales de 1 pour implémenter en Afrique. Effectivement, la prochaine étape, c'est-à-dire les projets qu'on rédige actuellement, ont trait à IPC, Infection Prevention Control et Antimicrobial Stewardship. Ça veut dire que j'ai identifié ma perspective de chercheur, j'ai identifié les 3 domaines, les stratégies à implémenter pour réduire de manière considérable la mortalité néonatale, les outils à utiliser. Et donc, il faut travailler maintenant en collaboration avec les cliniciens, avec la communauté. Parce que même les cliniciens, je ne pense pas que le problème vienne trop tard. C'est-à-dire, quand ils ont le problème, c'est devenu trop tard. Il faut que la communauté soit consciente du problème et que les cliniciens soient conscients aussi du fait qu'il y ait la résistance aux antimicrobiens et puissent avoir les outils pour les aider à agir. Donc, l'approche est multidimensionnelle. Et c'est sur ça que je développe, je travaille actuellement avec mes collaborateurs et on espère que d'ici la fin d'année, on aura des projets à long terme pour justement faire des études longitudinales qui auront un impact palpable au Cameroun et qui pourront être répliqués dans d'autres pays d'Afrique ou dans d'autres pays à ressources limitées. Merci. Merci beaucoup, docteur Founou. Alors, je vois la main de docteur Ornel, où la main a été baissée. Entends? Je crois que la main a été baissée. Peut-être qu'il a eu la réponse à sa préoccupation. Alors, s'il n'y a plus de mains dans le chat, on va passer maintenant à la salle, où nous avons quand même une quarantaine de personnes qui ont pris part à cette présentation. Je place docteur Boris. Est-ce que vous pouvez nous aider à
gérer les questions à l'intérieur. Oui, docteur. Alors, qui sont ceux qui voudraient intervenir, que ce soit pour faire des commentaires ou poser des questions à l'endroit de l'invité? On va commencer par Roger. Oh, on On n'entend recense, pas très bien. on Est-ce qu'ils peuvent recense utiliser le on recense- micro? on recense les questions? Oui, est-ce qu'ils peuvent utiliser le micro? Oui. S'il vous plaît, docteur Durand. Oui. Oui, est-ce que je peux rapidement poser une question avant d'aller? C'est un vice de procédure, hein. Ça, Oui, c'est, tout à fait. C'est une vous avez levé demande. la main, vous avez baissé. Bon, alors, le temps que Dr. Boris s'organise à l'intérieur là-bas, on vous laisse la parole. Ok, merci, docteur. Merci beaucoup pour cette brillante présentation et qui nous rassure quand même. Et j'aimerais intervenir sur deux aspects. Le premier aspect, c'est concernant la recherche de chez DS, des streptocoques des GBS, des streptocoques du groupe B, qui, au final, après le séquençage, n'était pas confirmé streptocoque du groupe B. Mais ma question était, vu qu'il y a eu le séquençage, ma question est la suivante. Est-ce que quand même il y avait eu un lien, est-ce qu'il y avait eu un lien entre ces streptocoques qui ne sont pas finalement des streptocoques du groupe B, de la mère et de l'enfant? Parce que, comme la présentation l'a montré, c'est la même chose au Bénin. On a l'impression que le streptocoque du groupe B, on l'a longtemps affiché comme étant première cause d'infection néonatale et autres, mais on se rend compte avec les études qu'on en a beaucoup moins. Ça dit la prévalence est faible. Et voilà que dans votre étude, vous avez encore remarqué que ce n'était même pas du tout des streptocoques du groupe des Agalacées. Mais est-ce que quand même ces streptocoques qui ne sont pas Agalacées ont pu être liés entre la mère et le nouveau-né? C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est par rapport à l'ERIC PCR qui a été réalisé pour voir un peu le lien entre la mère toujours et le nouveau-né. Oui, pour Escherichia coli, d'accord. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible que les autres pathogènes, autres que Escherichia coli, même les entérobactéries, puissent être responsables, ça, ils puissent être transmis par transfert vertical entre la mère et le nouveau-né? Est-ce que cette possibilité a été explorée peut-être par les chercheurs enfantins? C'est un peu ça. Maintenant, pour finir, je voudrais peut-être proposer, parce qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus des cas d'infection néonatale, mais dont le pathogène, on n'arrive pas réellement à identifier le pathogène. On a l'apparition de certaines fièvres pour lesquelles on n'arrive pas à réellement dire c'est tel pathogène. Est-ce qu'il ne serait pas temps que les pays africains arrivent ensemble à collaborer pour trouver une solution et pour réellement ces fièvres et autres qui n'ont pas, pour lesquelles on ne retrouve pas de pathogènes? Est-ce que ce n'est pas de nouvelles espèces qui sont responsables? Est-ce que il faut qu'on y réfléchisse? C'est un peu une contribution que je demande aux seniors qui sont ici pour qu'ensemble on travaille pour cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Onel. Dr. Founou, vous avez... Merci, docteur Ney, pour les questions et pour les contributions. Je commence par la fin. J'ai envie de dire que oui, il faut collaborer, il faut beaucoup plus collaborer entre South to South, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas toujours attendre aussi que ça vienne d'ailleurs pour nous imposer des décisions. Et les collaborations ne viennent pas seulement dans le cadre des recherches, aussi dans ce cadre d'initiative, parce que je pense que c'est une des raisons pour laquelle le Dr Dounion, qui est même en congé, a souhaité faire ça aujourd'hui, parce que moi, je vais en congé également aujourd'hui. Donc, je pense que le but, c'est de collaborer, non pas seulement pour les problèmes actuels, mais anticiper les problèmes futurs. Et c'est dans ce cadre que les problèmes futurs, on ne peut pas les faire de nous seuls. Il faut aussi que les jeunes prennent conscience de leurs responsabilités. C'est-à-dire que n'attendez pas que ça vienne d'ailleurs ou que ça vienne du Seigneur. Vous aussi, si vous avez un problème,
prenez la peine de vous placer et de dire que non, si je vois ça comme étant un problème, je vais résoudre ce problème-là. Et je vais me battre pour trouver les collaborations, ou bien aider pousser mon patron, mon senior ou mon mentor à m'aider à y arriver de la meilleure des façons. Et ça ne sera pas facile. Donc, les problèmes, les projets que nous on fait sont, je veux dire, sont contextualisés avec ce qu'on a rencontré. Mais il faut comprendre ce qui s'est passé à peu près avant et essayer de corriger ce qu'on pourra corriger avec les ressources ou le support que nous on reçoit également. Pour revenir à l'aspect GBS, une fois qu'on a vu que ce n'était pas des GBS au séquençage, on n'a pas procédé davantage puisque l'intérêt, c'est de chercher les GBS. Et on n'a pas cherché ça en ERIC parce que le but, puisqu'on savait qu'on avait séquencé, on a juste fait les identifications phénotypiques et moléculaires. On a séquencé et ça ne valait plus la peine pour nous d'investiguer les liaisons et tout ça parce qu'on avait vu des entérocoques et des staphylocoques qui étaient déjà présents de manière phénotypique. Et la seule chose qu'il fallait faire, c'était de revenir faire des projets qui étaient liés à ces pathogènes-là, comme le staph, les entérocoques ou les entérobactéries, les investiguer l'un à la suite de l'autre et pouvoir justement monter ces relations-là. Donc, E. coli, Klebsiella, on les a cherchés en priorité parce que ce sont les pathogènes prioritaires. Klebsiella, actuellement, est en train d'être investigué pour preuve de vaccin, les infections néonatales, et actuellement, c'est censé être la première cause de mortalité néonatale suivie de E. coli en Afrique. Donc, c'est pour ça qu'on a pris les pathogènes prioritaires et après, on peut rechercher les autres. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des souches qui ne sont pas connues. Je penserais plutôt que lorsque l'infection débute, le temps qu'on puisse trouver le pathogène, on a donné des antibiotiques, on en avait fait tout ce qu'il fallait faire et il est un peu trop tard pour agir. C'est pour ça qu'il faut avoir une approche à la fois proactive et active. Ça veut dire qu'il faut à la fois anticiper et en même temps agir sur ce qu'on peut agir. Et si à votre niveau, vous pouvez déjà faire des workshops où vous sensibilisez les professionnels de la santé, où vous sensibilisez la communauté, ça aura toujours un impact que de rester à se dire que dans le futur, il faudrait faire telle chose. Ça, c'est mon point de vue. Et moi, je pense que lorsqu'on voit un problème, essayons de corriger où on peut corriger, quitte à ce que d'autres personnes essaient d'amplifier le message à leur façon, quitte à ce qu'après on ait des ressources pour amplifier le message davantage. Mais il faut déjà commencer par agir. Et si on peut prévenir, commencer par prévenir. Moi, je pense que la prévention est mieux que tout ce qu'on veut faire. Il faut prévenir que d'attendre pour traiter. Parce que quand on attend pour traiter, généralement, c'est trop tard. Parce que la résistance aux antimicrobiens ne va pas cesser d'ici tôt. C'est un problème qui est projeté à être la première cause de mortalité dans le monde en 2050. Et je pense même que c'est plus 2050 parce qu'il y a le Covid et le Covid, tout le monde prend des antibiotiques. Certainement, on est déjà en 2035 ou 2040 pour avoir cette première cause de mortalité. Et même, on a déjà dit en 2019 qu'elle était déjà la première cause de mortalité en 2019. Je pense que ça va perpétuer comme ça. Donc, il faut plutôt trouver des stratégies pour permettre aux gens d'être responsables de leur santé, pour que chaque personne où elle est à son poste, que ce soit laborantin ou bien médecin ou pharmacien, prenne sa responsabilité au sérieux et commence à agir où il faut agir pour changer la donne. Ce n'est pas seulement la responsabilité d'une certaine catégorie, c'est tout le monde qui est qui est dans la même sauce, en fait, tout le monde qui est concerné par ça, selon moi. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Il y aura qu'il y en avait trois ou deux, je sais pas. Oui, je pense que on a fait le tour. Oui, docteur, on a fait le tour. Mais est-ce que je peux ajouter quelque chose, s'il vous plaît, docteur? Vraiment, il faut qu'on aille dans la salle. Tout à fait. Bon, ok, allez-y. D'accord. Et s'il vous plaît, maintenant, est-ce que après l'investigation, est-ce que vous avez aujourd'hui un protocole peut-être ou un algorithme qui est plus précis dans l'identification des streptocoques du groupe B? Je pense, j'ai vu dans le groupe et Karel, avec qui je pense on a eu un workshop à Dakar et je lui avais posé la même question. Il m'avait dit que vous étiez en train de travailler sur ça pour avoir un algorithme pour que phénotypiquement les laboratoires puissent facilement identifier le streptocoque du groupe B. Est-ce que vous avez pu le faire finalement? Merci. Merci pour la dernière question. J'ai envie de dire que oui, mais je vais vous faire mal parce qu'on a testé les protocoles qui étaient utilisés en Afrique du Sud et qui ont été certifiés conformes. On a utilisé tout ce qu'ils nous ont dit d'utiliser, c'est-à-dire les liquides d'enrichissement spéciaux pour GBS à base de lait, on a utilisé les milieux chromogéniques des GBS, tout était commandé en Grande-Bretagne. On a rescreené tous les 600 échantillons qu'on avait, plus 200 qui étaient collectés. Vous savez combien de GBS on a trouvé? Juste un chiffre au hasard. Monsieur Je André, dirais 10. Je dirais OK, 10. d'accord. Mais non, on a trouvé une seule chose de GBS qui était confirmée GBS dans tous les côtés. Une seule. C'est 600 échantillons. Donc, je vais dire que ça marche, mais je ne peux pas être affirmé parce que peut-être il faudrait refaire une nouvelle cohorte.
Mais maintenant, Ok. je ne peux pas être sûre. Parce que le problème, c'est que GBS peut exister, mais il coexiste avec d'autres pathogènes qui sont plus forts que lui. Et donc, ces pathogènes-là prennent plus de place et puisque les bactéries communiquent entre elles, ce sont des bactéries qui peuvent prendre les matériels génétiques des autres, qui peuvent se transférer des informations et qui, à la fin, sur la paillasse, on a l'impression que c'est GBS, pourtant, ce n'est pas GBS. Donc, il peut exister, mais il faut trop d'efforts pour le trouver. Moi, j'avais vu une souche d'entérocoque qui avait été identifiée comme entérocoque au Vaitech, mais qui, en manière génotypique, qui a été identifiée comme Staphylococcus aureus parce qu'elle était méticilline résistante sur la boîte de pétri, Mantle fermenteuse qui était tout jaune. Au Vitek, c'était comme Staphylococcus aureus, mais quand on est parti en génotypique, on a vu que c'était pas Staphylococcus aureus, c'était entérocoque. Donc, il faut savoir que les bactéries communiquent entre elles. On peut tout voir de manière phénotypique qui semble correcte, mais quand on voit au séquençage pour étudier le génome, ça peut changer. Donc, on peut avoir un algorithme qui se rapproche de la réalité, de la précision, mais encore faudrait-il l'évaluer sur certaines cohortes et comparer avec les autres. On pourrait le faire, mais ça prendrait du temps. Donc, nous, on préfère développer des outils de diagnostic qui sont plus précis que la phénotypique, qui se placent entre les deux, entre le phénotype et la génomique qui est trop coûteuse, pour faire le diagnostic de manière hautement précise tout en étant hautement rapide. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Je suis vraiment content. Merci beaucoup, docteur Nel et docteur Founou. Alors, on va retourner maintenant dans la salle. Docteur Boris? Oui, docteur. Ici, il y a plusieurs personnes qui veulent intervenir, mais j'ai une première liste de 5 personnes qui ont des questions. Je vais peut-être les Ouais. appeler tour à tour et elles viendront poser leurs questions ici. Je ne sais pas s'il faut noter les questions ou bien on prend chaque personne, on répond avant de continuer. Je suggère peut-être une interaction pareille, non? D'accord, Docteur Founou, ça peut d'accord, aller. On y va, chaque question avant l'autre. d'accord. Donc, la première personne, c'est le docteur Edna Rossa. Docteur Edna, vous pouvez passer ici pour poser votre question. Le plus proche. Peut-être qu'il faut nous aider avec la caméra, qu'on voit qui parle. D'accord. Bonjour à tous, bonjour Dr. Founoun pour votre présentation. Moi, j'ai une seule question et c'est un rapport à, lors de votre présentation, à un moment de votre parcours, il y a eu un changement dans votre vie scientifique. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a déclenché ce changement-là et comment vous avez pu gérer? Parce que ce n'est pas aisé de se lancer dans l'inconnu comme ça alors on était spécialisé dans un domaine donné et de débrancher vers autre chose. Donc, comment vous avez pu gérer? Bon, c'est ma seule question. Merci. Merci beaucoup, Dr. Edna, pour la question. Une question très intéressante. Alors, oui, j'ai eu à décider de changer. Vous fuyez? J'ai décidé de changer de carrière. C'était en 2020, je crois. C'était en 2020, en fait. Et comme je l'ai dit, je suis quittée d'Afrique du Sud, je suis rentrée au Cameroun. Et j'ai eu à coucher au Cameroun, dans les conditions camerounaises, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que les conditions d'Afrique centrale, où on essaie de prendre des précautions pour être sûr qu'on suivi et que l'enfant suivi. Mais sauf que tour à tour, à chaque fois pour mes naissances ou pour mes deux accouchements, on me disait toujours l'accouchement, c'est la vie ou la mort. L'accouchement, c'est la vie ou la mort. Et ça, c'est ma mère qui me le disait en salle de travail la première fois. Je ne comprenais pas forcément pourquoi elle le disait parce que je prenais toutes les précautions, le meilleur docteur, le meilleur gynécologue de la vie, le meilleur hôpital. Et je suis de la santé, donc forcément, tout ce qu'elle dit là, non, ça ne peut pas s'appliquer à moi. La première fois, ça s'est bien passé. La deuxième fois, entre-temps, entre les deux, je pense que j'ai eu à voir beaucoup de mamans perdre leur enfant. J'ai eu à voir beaucoup de personnes pleurer parce qu'elles avaient fait des fausses couches, des accouchements in des morts-nés. Je n'ai pas très bien compris encore jusqu'à ce que j'arrive au deuxième enfant et que j'ai des amis qui sont enceintes au même moment que moi, toutes les trois professionnels de la santé, et que sur trois personnes, je sois restée la seule avec mon enfant. La première a perdu son enfant, alors qu'elles avaient pris les mêmes précautions que moi. Elle a perdu son enfant. La deuxième également a perdu son enfant. J'étais la seule à avoir mon enfant. Là, on était en 2019, je pense, octobre 2019, lorsque j'ai accouché de mon enfant. Et j'étais la seule à avoir mon enfant. Je n'ai pas compris très bien pourquoi. Moi, j'étais la seule à avoir mon enfant.
malgré que je publiais en food safety, ça m'a fait tellement mal que j'ai pris du temps à me retrouver, à me resituer, à comprendre même, en fait, qu'est-ce que c'est que la vie. Parce que si tu as un enfant, tu ne peux pas le voir naître, ou tu le vois naître les morts. Ou alors, si tu accouches un enfant et qu'il meurt quelque temps après, à 28 jours, à 27 jours, ou à un jour, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans la société ou alors dans le pays dans lequel j'habitais. Ça m'a pris du temps avant d'accepter de changer, mais j'ai changé en ayant toute la crainte que ça pouvait comporter, en ayant toutes les incertitudes que ça pouvait comporter. Je me suis dit, comment je vais faire? J'ai tous mes articles en food safety. Là, il faut que je recommence tout de zéro. Il faut que je parte tout réapprendre. Et c'est là où il fallait des mentors. C'est là où il fallait des gens pour me dire, des gens changent. Ça peut arriver, tu vas travailler plus dur, mais ça peut arriver. Si c'est ce que tu penses que tu dois faire, commence tout petit, vois ce qui se passe et après, tu vas trouver ta voie. Et c'est là où les deux mentors, le docteur Ariel Blocker et le professeur Bentley, sont entrés en jeu parce que le professeur Bentley m'a donné la confiance dont j'avais besoin. Et l'autre professeur m'a insufflé le courage. Le docteur Blocker m'a insufflé le courage pour me dire, tu peux y arriver. Et crois juste en toi, en fait. Et quand j'ai cru en moi, j'ai accepté de tout perdre, en fait. J'ai accepté que je pourrais ne pas redevenir cette chercheuse avec 15, 20, 30 publications en food safety, de recommencer tout à zéro parce que j'ai accepté de payer le prix pour décider de changer les choses parce que je ne peux pas, pour moi, c'est inconcevable qu'on fasse 9 mois de grossesse et à la fin, on ne puisse pas voir son enfant. C'est inconcevable. Il n'y a qu'une femme qui puisse sentir ce que ça fait. J'ai ressenti ça. Et c'est pour ça que je disais au début que je suis privilégiée d'être une femme parce qu'un homme ne peut pas comprendre ce que je ressens. Un homme ne peut pas avoir la même émotion que j'ai parce que moi, j'ai porté un enfant jusqu'à 9 mois. Je sais comment c'est dur. Mais si à la fin, tu me dis que mon enfant ne vit pas, je sais que je suis morte, je suis anéantie. Donc, en ressentant la douleur des autres, j'ai accepté de payer le prix aussi parce qu'elles ont souffert, mais tout le monde ne doit pas souffrir comme elles ont souffert parce qu'il faudrait changer les choses pour les autres. Je ne pourrais jamais remettre leur enfant, mais tant que je vois mes enfants, je revois la souffrance de ces femmes-là qui ont perdu leur enfant. Je me dis que non, il ne faudrait pas que les autres passent par là. Et j'accepte de me sacrifier, de travailler tous les jours sur ça, de faire les petits pas qui vont avec. Je sais que ça me prend des années. J'ai accepté que ça me prend 20 ans, 30 ans, 50 ans, mais je ne vais pas m'arrêter là et j'ai décidé que je vais le faire et j'ai dit à tout le monde, si vous voulez vous m'accompagner, si vous voulez m'accompagner pas, mais c'est ce que j'ai décidé que je vais faire toute ma vie et je vais le faire jusqu'à ce que je résolve ce problème et qu'on soit suffisamment safe, que tout le monde soit suffisamment safe où nous sommes et non qu'on attende de manière hypothétique que Dieu nous aide parce que Dieu nous a tout donné et c'est à nous de changer les choses avec notre courage et notre foi. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu. OK. C'est une offre Merci. merci. Alors, merci beaucoup. La prochaine personne qui s'est inscrite pour les questions, c'est Ornella Amoussou. Vous pouvez venir ici pour poser la question. Bonjour à tous, bonjour docteur Founou, merci pour votre présentation. Ma question est celle-ci. On a vu votre histoire, votre vision, vos actions qui sont très louables. Mais selon vous, quel serait l'avenir du leadership féminin en Afrique dans le domaine de la science? Merci beaucoup pour la question. Je n'ai pas bien suivi le prénom, c'est Ornella Amoussou. Ornella. OK, excusez-moi. OK, la question est très intéressante. L'avenir du leadership de la femme en Afrique. Pour moi, c'est la femme qui porte le monde. La femme porte le monde et si les femmes ne se prennent pas suffisamment en main maintenant, l'Afrique ne va jamais devenir ce qu'elle doit devenir. Il faudrait que les femmes se réveillent et acceptent parce que je ne sais pas, parce que quand on est une femme, on se dit qu'on ne peut pas faire de la science parce qu'on doit avoir des enfants, on doit gérer le mari. Mais je vais vous dire, mon professeur d'Afrique du Sud, elle avait aussi le mari, elle avait aussi des enfants, mais elle se battait pour faire son leadership à sa façon. Elle avait 40 étudiants à l'époque, 40. Je pense que là, ça a augmenté parce qu'elle cherchait quand même plaider. Mais ça veut dire que même moi, j'ai des enfants, j'ai fait tout ce que j'ai fait en étant mariée et tout ça. Donc, il faut que les femmes acceptent que vous n'allez jamais dissocier votre féminité, le fait que vous soyez femme, avec le fait que vous pouvez impacter le monde. C'est parce que vous êtes une femme que vous avez la possibilité d'impacter le monde. C'est parce que vous payez ce prix-là d'aider les gens, d'ouvrir des portes, de porter la vie, que l'Afrique peut se lever. Et si la femme ne se lève pas, de se dire, OK, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela, mais ça n'empêche que je peux quand même impacter les gens. Je peux sauver des gens à ma façon et se battre pour le faire. En essayant d'adapter, de vous organiser pour y arriver. Parce que quand la femme brille, elle brille tellement fort qu'elle impacte plusieurs générations. Elle n'impacte pas juste son entourage, elle impacte des générations et des générations. Pourquoi? Parce que
Son garçon, lui, va voir, il va dire, maman était une super héros. Maman faisait tout ça et elle s'occupait de moi. Sa fille va dire, waouh, maman a fait ça, ça veut dire que je peux y arriver. Ça veut dire que le perspective que le garçon a sur son père est différent. C'est que papa est fort, papa est courageux, papa est brillant. Je peux être papa. Mais s'il voit sa mère faire la même chose, il va dire, ah, si maman faisait ça, je ne peux pas baisser les bras, je peux y arriver plus haut. Et donc, si la femme se réveille en science, c'est le monde qui va briller, c'est l'Afrique qui va briller, c'est le monde entier, parce qu'il y a des femmes qui sont tellement hautes dans le monde qu'elles changent carrément des générations en des générations. Donc, il faut vraiment que la femme reprenne sa place. Il n'y a pas de compétition entre l'homme et la femme. L'homme est l'homme, la femme est la femme, et d'accepter que je suis une femme. Je porte tout ça, ça ne m'empêche pas de briller. Parce que on a souvent dit qu'on est une femme, on ne doit pas briller. L'un empêche l'autre, ce n'est pas vrai. Moi, je pense qu'on peut tout avoir, et il faut savoir que briller en science, c'est sauver des vies, c'est sauver l'humanité. Donc, c'est ça que moi, je me vois dans le futur. La femme doit être très haut. Et c'est pour ça qu'il y a plus d'efforts vers ça pour amplifier le message, pour être des rôles modèles. À mon temps, je n'avais pas de rôle modèle femme africaine. Ça veut dire, je voyais des gens qui étaient à l'étranger, je me disais, oui, elle m'inspirait à l'instant qu'elle m'inspirait. Et après, ça partait. Pourquoi? Parce que je me disais, mais non, elles vivent en Europe, elles sont nées en Europe, elles ont des ressources. Moi, je n'ai pas, moi, j'ai pas d'électricité, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci. Non, elle ne peut pas me comprendre. Donc, à tous les coups, il faut que j'abandonne parce que je ne peux pas m'en sortir en Afrique. Moi, j'ai trop de problèmes. Mais d'avoir des rôles modèles africains qui se battent en Afrique, ça redonne plus d'espoir. Et il en faut davantage pour que l'Afrique se réveille. Et j'ai la ferme conviction que durant les 5 prochaines années, on aura beaucoup, beaucoup plus de femmes leaders. Et la preuve, avec votre mentor, professeur d'Union actuellement, Lurma Fa, vous avez tellement de femmes déjà. J'ai vu des femmes sur votre site, j'étais impressionnée. Il y a déjà beaucoup de femmes dans les rôles de position et ça veut dire que même chez vous, vous avez commencé le process. Il faut juste l'implémenter dans les autres générations et que d'autres personnes suivent vos exemples, par exemple. Donc oui, c'est ça que je peux dire. Merci. Merci. J'invite ensuite Madame Élodie Gauthier pour sa question. Bonjour à tous. Bonjour, docteur Luria, pour votre présentation. Bravo. Je l'ai suivie avec beaucoup d'intérêt. Elle a été très intéressante. Ma question, elle se résume à celle-ci. Au vu des différents résultats que vous avez eus, quelles sont les perspectives, ou plutôt quelle est la principale perspective que vous avez? Merci. Donc, merci beaucoup, Elodie, pour la question. La principale perspective, c'est de repartir faire des travaux, des études longitudinales, c'est-à-dire sur le long terme, et non des points de provenance, c'est-à-dire des études sur le long terme où on investigue à la fois la mère, l'enfant, le personnel soignant, et on les donne des mesures implémentées. On étudie avant, on voit comment ils se comportent, on étudie après, on les donne des outils pour limiter la prévention, limiter la transmission des pathogènes et également pour mieux prendre en charge. Parce que là, actuellement, ce que je fais, c'est prévention, diagnostic et traitement. Le diagnostic, c'est créer des outils de diagnostic qui pourraient nous aider ou aider les médecins à prendre la décision plus rapidement et en même temps leur dire les probabilités de traitement qui marcheraient chez un nouveau-né ou chez une femme enceinte. Je pense que dans l'immédiat, c'est ce sur quoi je travaille. D'accord. Merci, docteur Founou. Merci beaucoup. Monsieur Jules. Bonjour madame, bonjour docteur, bonjour à tous. Il y a deux préoccupations. La première, c'est par rapport au leadership féminin. Aujourd'hui, on est dans un monde où, avec les réseaux sociaux, on a un nouveau modèle de leadership ou d'influenceuse féminin qui pilule la toile, où la science n'est pas mise en avance, où on met plutôt le paraître, les futilités. Donc, quel est l'impact de cette nouvelle gamme d'influenceuses ou de leadership féminin, si on peut dire ainsi, sur votre travail d'impact de leadership féminin pour pouvoir faire rehausser la science au niveau féminin? Et la deuxième préoccupation, c'est le leadership féminin en science. On en parle depuis l'époque de Marie Curie, de Rosa Parks et autres, mais pourquoi ça n'a toujours pas marché et qu'est-ce qui fera qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce que ces ancêtres ont fait pour pouvoir mettre la femme en avant, que ça n'a pas marché, qu'est-ce qui fera qu'aujourd'hui, les actions menées aujourd'hui vont pouvoir vraiment porter leurs fruits d'ici 5 ans, 10 ans, pour que
d'ici 20 ans, on ne sera plus toujours au niveau de dire il faut travailler pour le leadership féminin, il faut travailler pour le mindset féminin, mais qu'on a déjà les résultats qu'on puisse vraiment exploiter, surtout en Afrique. Merci. Merci, c'est Jules, j'ai pas bien compris le prénom. Oui, oui, Jules. Ok, merci beaucoup Jules pour la question. L'impact des influenceuses, je ne peux pas leur en vouloir parce que c'est à nous les scientifiques de nous en vouloir parce que si on laisse les autres parler, ils parleront de ce qui les plaît, c'est tout simple. C'est pour ça que moi, je n'aime pas forcément parler. Je ne suis pas la personne la plus charismatique, ou la plus éloquente, ou la plus qui utilise le plus de réseaux social médias. Mais j'ai décidé de justement prendre la parole parce que les scientifiques se cachent. Les scientifiques sont ceux qui se cachent. Donc, si vous vous cachez ou si on se cache, forcément, on laisse la chance aux autres, aux gens qui font le entertainment, c'est-à-dire qui sont en ce moment-là pour faire jouer les gens et pour amuser la galerie. On leur laisse la possibilité de changer la mentalité des gens à leur façon. Donc, il n'y a pas de concurrence tant qu'on ne se lève pas pour prendre la parole. C'est celui qui parle qui a le pouvoir. Donc, c'est à nous, les scientifiques, de nous lever et de prendre la parole. Moi, j'ai fait à mon niveau, mais il faudrait que d'autres personnes aussi se lèvent pour justement devenir influenceurs scientifiques parce que sur ma chaîne, on parle que de la science ou de ce que les scientifiques font ou de ce que les scientifiques ne font pas et qu'ils devraient faire. Donc, si quelqu'un suit la chaîne, il a des messages scientifiques qui sont curés pour l'aider à devenir le meilleur scientifique qu'il doit être. Mais si quelqu'un choisit l'autre chaîne, c'est un choix et vous ne pouvez pas l'en empêcher. C'est juste qu'il faut sensibiliser les gens pour comprendre leurs besoins et aussi que beaucoup plus de scientifiques se lèvent et aient le courage de parler. Beaucoup ont peur. C'est normal parce que 75% de la population, 95% de la population a peur de prendre la parole en public. Ils ont plus peur que la mort. Donc, oui, les gens ont peur et c'est à nous de changer le paradigme, de changer le narratif et de se dire, OK, je vais me parler de mon histoire. Je décide de faire telle chose parce que je pense que la communauté en a besoin. Je pense, pour la première réponse, c'est ça que moi je peux dire. La communauté en a besoin. Il n'y a pas de concurrence qui s'y tienne entre les autres. Il faut juste commencer à parler. Et avec le temps, le message va résonner dans plusieurs autres personnes et plusieurs autres générations aussi seront touchées par le message. Pourquoi est-ce que le leadership féminin marcherait aujourd'hui et n'a pas marché avant? Pourquoi ça marcherait plus aujourd'hui? Parce que les gens prennent de plus en plus conscience de ce qu'est la science déjà, parce que la science a un très grand rôle à jouer dans le développement, dans l'humanité. Les gens ont plus conscience de la place de la science, les gens de la femme en science, et les gens sont plus enclins à aider la femme à y arriver. Ça veut dire que pour peu qu'une femme se lève, ait le courage de se dire j'ose, elle va forcément trouver des alliés. Des alliés, parce qu'il y a aussi des hommes qui pensent qu'il faille aider les femmes. Des hommes qui pensent qu'il faille aider les femmes à y arriver. Et il y a des alliés féminines qui vont aussi l'aider à y arriver. Donc, il suffit juste que les femmes osent. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup sont en train d'oser, peu importe leur position. Et c'est pour ça que j'ai dit, quand nous, on identifie un problème, on peut également sensibiliser les plus jeunes, peut-être les petits de 8 ans, de 10 ans. On peut sensibiliser les gens qui finissent l'école. On peut sensibiliser les leaders. On crée des communautés pour que des femmes qui ont peur d'oser puissent avoir le courage d'oser. Pourquoi? Parce qu'elles auront le support dont elles ont besoin. Et une fois qu'elles ont ce support-là, elles pourront aider également les autres. Et il y a plus d'initiatives dans ce genre. En Afrique, je sais qu'il y en a énormément d'initiatives. Et c'est à chacun d'entre nous d'amplifier le message. Toi, à ta place d'homme, tu as le devoir d'encourager. Si tu as une sœur qui veut faire la science ou quoi, ne va pas lui dire qu'elle ne peut pas y arriver parce que c'est aussi ça. Les hommes sont là pour dire non, 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 les femmes vont faire un métier littéraire et tout ça. Tu as aussi la responsabilité d'aider tes enfants. Dire que si tu veux faire la science, ok, vas-y. Si tu veux faire des choses, tu peux y arriver et encourager les autres. Donc, chacun où il est doit pouvoir encourager les autres. Et je pense que on va y arriver dans les 5 prochaines années, avoir un changement de perspective parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes qui sont déjà dans les postes de leadership et qui ouvrent les portes aux autres. Donc, moi, c'est mon message parce que je pense que dans le temps de Marie Curie, si vous avez un peu son histoire, vous sauriez qu'elle a failli ne pas avoir le premier prix Nobel qu'elle a eu parce qu'elle était une femme. Et c'est son mari qui a plaidé pour elle. Il a dit, je ne peux pas avoir ce prix alors qu'elle n'est pas là. C'est elle qui a fait tout le travail. Donc, si vous avez à peu près son histoire, vous saurez qu'elle a eu un allié déjà de ne pas quitter son mari. Et c'est comme ça pour tous les autres aussi. Il y a toujours quelqu'un qui dit non. Il faut aussi donner la place aux autres, même si c'est purement méritocratisé, c'est purement homme, puisqu'on a rendu ça uniquement masculinisé. Il faut aussi le rendre mix au moins, ou alors autoriser les autres à briller, à les évaluer aussi, à les prendre en compte avec le contexte. C'est ce que moi je peux ajouter pour le deuxième point. Merci. Merci. Ensuite, on va inviter Mme Bernice.
Bonjour, docteur Founou. Merci pour votre présentation. J'ai suivi avec intérêt et je suis vraiment sidérée. De 2020 à 2024, vous avez pu faire tout ça. Vraiment, c'est vraiment louable parce que moi, de mon côté, je ne sais pas si j'aurais pu, mais en vous suivant avec intérêt, je pense que je suis déterminée à vraiment poursuivre. Et ma question va au niveau des mentors. Selon vous, comment on peut être sûr d'avoir choisi le bon mentor dans notre pays où ce n'est pas du tout facile avec nos réalités? Tout à l'heure, vous avez dit par rapport au mentor que c'est possible d'en avoir en Afrique. Donc, ma question, c'est selon vous, comment pouvoir choisir le bon mentor? Merci beaucoup. Si, merci. Désolée, j'ai pas suivi le prénom encore une fois, désolée. Bernice? Bernice, ok, merci beaucoup Bernice d'abord pour les encouragements, merci. J'ai envie d'avouer que c'est en faisant ces représentations que même moi j'ai réalisé que j'ai fait tout ça de 2020 à 2024. Je ne m'en suis pas rendu compte. Oui, parce que souvent quand on est tellement sur son objectif qu'on ne voit pas, en fait, on est focalisé sur ce qu'on doit accomplir. On ne voit pas les challenges, on ne voit pas les limitations. Donc une fois que tu te focalises dessus, tu peux tout accomplir. J'avais une amie, il y a un paragraphe, il y a une citation qui dit seul le ciel est la limite. Moi, avec une amie, on a changé. Même le ciel n'est pas la limite. Ça veut dire qu'on a enlevé il n'y a même pas le ciel, en fait. Nous, on arrive tout dans. Il n'y a aucune limite. Tu peux tout faire ce que tu veux. Et une fois que tu te dis ça, tu ne vois plus les obstacles. Bien sûr, ça fait mal. Bien sûr, tu travailles plus. Mais comme tu as un objectif et que tu es déterminé, tu ne vois pas la souffrance. Tu ne vois pas ça comme une souffrance, en fait. Tu vois ça comme un cadeau du ciel. Un cadeau parce que tu es un instrument que Dieu utilise pour amplifier son message et pour aider les autres, pour servir l'humanité. Donc, c'est comme ça que je peux répondre à la première partie que tu as dit. Même moi, je n'ai pas réalisé jusqu'à ce qu'on me demande de faire cette présentation que j'ai réalisé. Comment avoir des mentors? Comment savoir qu'on a le bon mentor? Ce que j'ai dit dans la présentation, c'est que j'ai eu des mentors étant en Afrique et des mentors qui n'étaient pas en Afrique. C'est-à-dire que j'ai des mentors que je ne connaissais pas forcément. On peut avoir des mentors. Si vous avez la chance d'avoir des mentors dans votre entourage, c'est l'idéal parce que vous avez la possibilité d'interagir avec cette personne en face-to-face, à demander des conseils directement. Ce serait l'idéal. Mais de dire que je n'ai pas de mentor, alors je ne peux rien je ne peux rien faire, c'est mauvais. Parce qu'il y a des mentors qui sont des proches, ça veut dire que des personnes qui sont d'un niveau assez proche d'une autre. Ils ne sont pas forcément très hauts, mais ils ont une certaine expertise ou une perspective en elles, une expertise en elles qui est différente de la vôtre et qui pourrait vous aider à vous développer dans cet aspect-là. Et une fois que on a plusieurs mentors, on appelle les peer mentors. Il y a les peer mentors, c'est proche de personnes de niveau similaire qui ont des aspects qu'on n'a pas et qu'on acquiert chez eux. Et qui nous aident aussi à nous développer de la prise de décision. Il y en a beaucoup qui se sont développés comme ça. Et après, pour avoir les senior mentors, c'est possible de chercher, d'identifier, de collaborer des personnes, mais il y en a toujours plusieurs. On ne va jamais dire que j'ai eu un mentor et il l'a fait sinon. Il y a toujours plusieurs mentors et à plusieurs moments de la vie, on est appelé à avoir d'autres mentors. Et enfin, il faut savoir qu'il y a aussi les mentors ailleurs, dans les livres, dans les vidéos. Il y a des gens que vous pouvez suivre la vidéo à YouTube, ils deviennent vos mentors parce que le message qu'ils communiquent vous motive tellement que vous ne vivez qu'avec ce qu'il vous dit et vous gardez ça en tête. C'est suffisant pour vous donner l'inspiration et le courage. Et dans le livre également, vous pouvez lire des livres qui vous donnent aussi le courage parce que moi, j'ai lu un livre sur la santé, je ne pense pas la santé, c'était Ignace Semelwef, parce que pour revenir à la question de, je pense que c'était Dr Edna qui a parlé du changement de carrière. Justement, j'avais lu un livre à ce moment où je réfléchissais par rapport à Ignace Semelwef. Il a découvert en 1800, dans les années 1830 à peu près. Il avait démontré qu'il y avait des infections néonatales et maternelles, postpartum, et que les mamans qui mouraient toutes à cause de la même chose, des médecins qui avaient fait les autopsies avant d'aller faire accoucher les femmes. Et une fois qu'il a démontré ça, il a essayé de créer des mesures de prévention. En son temps, 1800, vous imaginez, il a démontré ça, il a créé des mesures de prévention, il a démontré qu'il y a des pathogènes qui tuaient les mamans,
mais on l'a tellement combattu toute sa vie qu'il est mort tout seul. Mais il n'a pas baissé les bras. Il a tellement combattu pour ça qu'il a perdu la vie. Et ce n'est qu'en 2000, je pense 2022, que l'OMS a reconnu l'impact qu'il a eu parce qu'il a été reconnu comme le parrain, le savior des femmes enceintes, des mamans, et le père des Prevention Infection Control. C'est en 2022 qu'on a reconnu son histoire. Donc, pour vous dire qu'il y a des mentors partout. Moi, son message m'a touché parce qu'il a vécu seul. Ça m'a touché, ça m'a redonné encore du courage pour dire OK, il a fait ça à mes 800, ça se passe encore aujourd'hui chez moi. Donc, je le prends aussi comme un mentor. Je prends les gens que je vois dans des vidéos, dans des séminaires comme des mentors. Même s'ils ne me connaissent pas, je les prends d'abord parce que je pense qu'ils ont une perspective qui communique dans les articles, dans les réseaux sociaux, dans les communications. Et après, si je trouve un mentor plus proche, plus près de moi, qui est un senior, je maximise encore plus dessus, j'essaie d'en tirer le maximum. Sinon, je cherche de trouver des pierres, des jeunes qui sont comme moi, mais qui me complémentent, qui me complètent dans certaines facettes de ma vie. Parce que pour y arriver très haut, vous devez aussi vous développer. Il y a des gens qui ont certaines choses que vous n'avez pas, vous devez prendre ça en elles et essayer d'apprendre d'elles pour vous développer davantage. Merci. Merci à vous. Et aussi, j'aimerais savoir par rapport à la sensibilisation. La sensibilisation de la population, ce n'est pas que les femmes, tout le monde. À part les réseaux sociaux, est-ce que vous arrivez à mener des actions en impliquant le gouvernement de votre pays facilement, ou bien aller dans un département, faire des caravanes, sensibiliser la population par rapport à la prise d'antibiotiques, par exemple, ou bien par rapport à, au risque qu'ils courent, euh, l'infertilité féminine, par exemple, une cause parmi tant d'autres. Ce n'est pas seulement chez les femmes enceintes, par rapport à la résistance des antibiotiques. OK. Merci encore une fois, Bénédicte, pour la question. Oui, la sensibilisation, c'est à plusieurs niveaux. Et en fait, vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Pour arriver à toucher les décideurs, on va parler, on va utiliser l'Académie des jeunes scientifiques, qui est l'organisme dans lequel c'est une association, mais qui est plus scientifique et qui est reconnue par le gouvernement et qui a la facilité d'interagir avec les décideurs. Donc, généralement, on fait des ateliers avec ces gens-là, même chez les députés, avec l'Académie des jeunes scientifiques. On essaie de donner des policy briefs parce qu'on sait que c'est un organisme qui a plus de pouvoir auprès des décideurs. Et c'est pour ça qu'il faut que les femmes arrivent dans ces postes de leadership, parce que quand vous y arrivez, vous avez la possibilité d'interagir avec les décideurs déjà à la base très facilement. Après, on va aussi dans les communautés, dans les écoles pour parler de tout ça, des fertilités, de la santé alimentaire, l'hygiène des mains. Mais on ne peut pas faire ça tous en isolation, en fait. Ça veut dire que vous essayez de mettre des étapes, des jalons, et vous collaborez avec des gens qui vont aussi dans le même sens que vous. Donc là, actuellement, j'ai trouvé une ONG au Cameroun qui travaille justement dans l'infertilité, qui fait les messages de mass campaign, les campagnes de masse dans la communauté, qui va vraiment, je ne vais pas aller faire ma part de zéro, je vais aller me greffer à cette association-là pour faire passer mon message ou alors pour l'aider à faire passer son message. Donc, il y a des choses que parfois vous devez aussi savoir leverage. On dit quoi? Tirer parti, trouver profit, et vous collaborer avec ces personnes-là pour pouvoir arriver plus vite à vos objectifs. Il ne faut pas tout recommencer à chaque fois de zéro. Il faut parfois savoir, OK, je cherche un collaborateur et je l'aide à faire ce qu'il veut faire. Et en faisant ça, j'arrive à faire ce que moi aussi je vais faire. Okay. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, nous avons encore deux personnes qui veulent poser les questions. Et la première, c'est moi. Alors, bonjour docteur, moi c'est docteur Brice Boris Legba. Je voudrais avant tout vous féliciter pour votre parcours. Il est inspirant, il est vraiment charmant. Je découvre en vous beaucoup de qualités et de talents, d'abord sur le plan de la recherche, mais également en matière de communication. Ma question principale, c'est ceci. En vous écoutant, on a peut-être l'impression que votre parcours a été très beau, linéaire, qu'il n'y a pas eu de difficultés, parce que vous n'avez pas trop insisté sur les difficultés, comment vous les avez surmontées. Je voudrais donc savoir, est-ce que vous avez eu des difficultés? Si oui, à quel niveau? Que ce soit dans votre secteur, que ce soit avec le gouvernement, que ce soit à l'université, nous sommes en Afrique, que ce soit ailleurs, dans vos voyages, est-ce qu'il y a eu des difficultés dans votre parcours scientifique? Est-ce que vous pouvez nous aider à identifier au moins 3 difficultés et comment vous les avez surmontées? Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Boris, ok, pour la très, très, très intéressante question. Merci également pour le commentaire, je le prends vraiment très à cœur, merci. Les difficultés, bien sûr, il y en a toujours et il y en aura toujours pour tout le monde. Donc, oui, il y en a des difficultés. Je ne sais pas si j'ai trop caché les difficultés, mais bon, les premières, celles qui m'avaient les plus. Allô? On n'entend plus le docteur. Allô? Oui, on vous entendait plus. Ok, je disais, chez moi, la première difficulté que je peux ressortir, c'était le sexisme. Ça veut dire que là, dans une salle à deux profils égaux, on va prendre l'homme, on va préférer l'homme que la femme. J'avais remarqué ça lors d'une conférence en Afrique du Sud où je pense que ça avait été, c'était camouflé, mais je l'avais ressenti comme étant une frustration. Et après, il y avait le racisme, bien sûr. Je suis une femme noire, je l'ai dit. Donc, partout où vous allez et que vous êtes femme, vous avez un nom africain, déjà, quand vous postulez, vous avez plus de chances d'échouer que ceux qui ont le nom européen ou américain. Donc, moi, je l'ai aussi ressenti, je l'ai aussi vécu, même quand je vais en conférence. Je le vis tous les jours. J'ai même été à une conférence récemment, j'allais en Pologne. Et juste à l'aéroport, j'étais dans le rang dans une queue, il n'y avait que des blancs. Et alors, on me regardait déjà de travers. Et jusqu'à l'avion, arrivé, il n'y avait que des blancs partout. Même arrivé à la conférence, il n'y avait que des blancs partout. Donc, en réalité, ce sont des choses qui existent, qu'il faudrait savoir qu'elles existent, surtout pour les femmes. Le sexisme, les hommes vont toujours vous prendre de haut. La plupart des cas, ça existe. Il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça et ils n'arrivent pas à considérer la femme comme étant quelqu'un de valuable et donc ont tendance à mépriser la femme. Et aussi le racisme, on va toujours vous traiter un peu de travers parce que vous êtes noir, on estime que ce que vous dites n'a pas de sens. Mais sauf que si vous connaissez bien votre chose, votre domaine et que vous êtes assez confiant en vous, vous n'allez pas prendre ça comme une tare. Vous savez que la tare, ce sont ceux qui manifestent ça, qui ont ce problème. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu tourner d'abord ces deux aspects-là. Au début, ça m'a fait très mal, mais j'ai pu tourner ça à mon avantage. Je me dis, OK, je dois travailler davantage pour être vraiment, vraiment excellent dans mon domaine, au point où, même quand ils veulent me parler ou faire de n'importe quoi de mon nom, je n'arrive pas à le faire parce que j'aurai la rhétorique ou alors j'aurai les connaissances qui vont avec mon profil et ce pourquoi je suis dans la même salle ou dans le même avion qu'eux et ils ne pourront rien me faire. Et après, il y a des difficultés en termes de recherche comme tout Africain. Il y a des difficultés du genre, déjà en PhD, j'ai eu beaucoup d'échantillons à analyser. C'était extrêmement difficile. J'avais eu près de 2000 isolages, je ne sais plus si c'était 1000 échantillons, je ne sais plus. C'était extrêmement pénible. Il fallait arriver au bout de ça en termes de manipulation. Et après, quand vous rentrez dans un pays où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'accès à beaucoup de ressources, c'est d'autant plus difficile parce que vous avez envie de faire les choses chez vous, mais ces problèmes-là sont hors de votre portée. Ça veut dire que l'électricité, l'eau ne dépendent pas de moi. Ça veut dire que je me retrouve vraiment stressée, offusquée et je ne sais pas comment arriver. Maintenant, il faut trouver d'autres moyens ou d'autres stratégies, d'autres alternatives qui prennent du temps parce que là, ça va vous retarder un peu pour arriver à vos objectifs. Mais ça ne veut pas dire que je dois prendre ça comme excuse. Donc, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, on se dit, je ne vais pas prendre les challenges comme excuse. Parce que soit vous prenez les challenges comme excuse pour ne pas faire quelque chose, soit vous les prenez comme opportunité pour y arriver malgré cet obstacle. Et c'est ça que j'ai décidé de faire. Chaque fois qu'il y a un obstacle, je me dis, c'est pas grave. Je vais trouver comment y arriver malgré cet obstacle. Ça fait que je prends maintenant les obstacles comme étant des escaliers pour monter dessus et pour aller plus haut. Moi, chaque fois qu'il y a un obstacle, je suis très contente de me dire, OK, ça veut dire que je vais aller plus haut. Au contraire, je cherche maintenant les obstacles et je cherche les obstacles plus qu'avant. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à changer ma mindset, j'ai changé ma mentalité. Et je prends les obstacles comme des cadeaux et je les prends pour consolider mes bases et monter dessus pour aller encore plus haut. Merci. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question. Je sais Je également, rappelle que nous sommes dans les dernières minutes et on a OK pour 2 heures. Donc, docteur Boris, allez-y, très d'accord, rapidement. professeur. Bon, sur la base de votre parcours hein, et de ce qu'on lit sur vous, on constate quand même qu'en termes de mobilisation de ressources et en recherche de financement, vous avez un certain talent sur la base des projets que vous avez décrochés. Je voudrais que vous nous citiez 3 appels à financement que vous ciblez, qui sont dans votre viseur actuellement. C'est que vous en avez décroché beaucoup, mais c'est sûr qu'il y a certains qui sont en perspective pour lesquels vous vous préparez. Citez-nous 3 appels à financement qui sont actuellement dans votre viseur et que vous voulez décrocher. Merci pour la question. Je ne vais pas te dire que
ils sont dans mes viseurs. Je vais te dire que j'ai déjà postulé à au moins 5, au jour où je reparle, à 5 financements pour faire le projet l'année prochaine. J'ai déjà postulé à 5, dont 2 du MRC, 2 du IKR NIH et 1 du Trasher. Donc, j'ai déjà postulé 5 projets de plus Vous de pouvez, 750 000 dollars chacun. 5, 5, 5, oui, vous 5. pouvez reprendre le nom des appels à projets. Je dis il y a 5. Donc, 2 venant du MRC, Medical Research Council. Donc, il y avait l'appel d'offres Medical Research Council for African Research Leader, Medical Research Council for Applied Global Health, UK NIHR. Bon, ça, c'était 2 fois aussi. Et il y a un du Trasher. Donc, j'ai déjà postulé à 5 au jour où je reparle et je vais en postuler 2 en novembre, je crois. 2, oui, 2 derniers. Vous faites. Parce que chaque année, oui, on voit juste les accomplissements, on va voir 6 projets, là, beaucoup de projets. J'en postule au moins 10 par an. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je postulais à 15 par an. Tous les projets que je vois, je postule. Plus vous échouez, plus vous avez les chances de gagner. Donc, moi, je postule au maximum que j'ai plus parce que j'ai plus de chances d'avoir un oui si j'ai des non. Donc, je postulais partout, toutes ces années-là, pour avoir tous ces projets à la fois. Et cette année, j'en ai postulé à 5, je vais postuler encore à 2 parce que justement, je compte réaliser ma vision durant les 5 prochaines années. D'abord, faire des travaux de manière massive à ce niveau-là, en communauté, dans les hôpitaux, avec les travailleurs et les décideurs. Et voilà, il faut plus d'argent pour le faire, il faut plus de ressources, il faut plus de support. On croise les doigts que les 5 que j'ai postulés soient positifs. Et après, on va voir pour les 2 prochaines, l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci, docteur Founou. Docteur Dumais, est-ce qu'on peut prendre une dernière personne pour les questions ou bien c'est clôture? Oh, oui, 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 on peut prendre une dernière personne. Sinon, il y a docteur Phoenix qui a une petite question. D'accord. Et, Merci, docteur Founou, pour votre présentation. Encore une fois, bonjour à tous. Au cours de votre présentation, vous avez parlé de la transmission des gènes de résistance entre la mère et l'enfant faite de façon horizontale. Je n'ai pas bien compris cette transmission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage par quel mécanisme cela se fait? Et deuxième chose, ne pensez-vous pas que l'environnement hospitalier, et quand je parle de l'environnement hospitalier, je parle de tout ce qui est en interaction avec l'environnement hospitalier, pourrait avoir un rôle primordial dans la propagation de l'infection? Merci. Merci, docteur Félix. Vous avez parlé de la transmission. La première question, c'est, vous voulez savoir quoi exactement? Première question, c'est quoi? Vous avez parlé de la transmission horizontale entre la mère. Oui. La transmission verticale. On s'est posé la question, est-ce que les prévalences qu'on observait signifiaient que la mère transmet le pathogène à son enfant? On ne parlait pas des gènes de résistance, on parlait des bactéries en elles-mêmes, notamment Escherichia coli et Klebsiella. Ok. Donc, on a plutôt eu des preuves qui tendent à nous suggérer que ce soit plutôt l'environnement hospitalier, y compris les travailleurs, l'eau et tout ce qui touche à l'enfant, au nouveau-né, à la mère, qui contribuerait à la dissémination des bactéries à l'enfant. Donc, chez nous, on a plus la tendance à penser que la mère, en fait, même si elle transmet à l'enfant, elle n'est pas forcément celle qui donne la bactérie, qui a eu la bactérie en premier, parce qu'elle a aussi pris quelque part, et probablement soit chez le travailleur, soit dans l'environnement hospitalier qu'elle a eu à toucher durant la maternité. Ok. Est-ce que j'ai répondu à la question? OK. Ok. Et dans La ce deuxième cas, question, oui. Oui. oui, je voudrais poser encore une question sur votre intervention. Et dans ce cas, comment on pourrait prévenir efficacement l'infection selon vous? En prévenant la mère de se contaminer, en prévenant la contamination aussi des enfants. Donc, on ne va pas prévenir l'infection, on va prévenir le portage. Ça, c'est mon point de vue. Ça veut dire que si vous voulez prévenir l'infection, alors que l'enfant est déjà colonisé, vous ne pourrez pas prévenir l'infection. Parce que l'enfant, on a vu que des enfants naissent à la naissance déjà, ils ont 40% qui sont déjà colonisés par des bactéries, 60% sont colonisés par des bactéries multirésistantes. Vous ne pouvez pas forcément éradiquer les bactéries multirésistantes du nasopharynx d'un nouveau-né, par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut empêcher déjà la mère de se contaminer, de porter les bactéries. Et si la mère n'a pas et que l'enfant aussi ne soit pas contaminé par le personnel soignant, parce que le personnel soignant devra à ce moment-là implémenter des mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains, assez strictes. Dans les études qu'on a menées, on a pu interagir le personnel soignant et la plupart, près de 90%, disaient qu'ils lavaient les mains uniquement après le contact avec la mère ou l'enfant.
Alors que dans les 5 moments, parce que l'OMS avait décrit les 5 moments du lavage des mains, il y a avant, les 2 moments, c'est avant de toucher la mère, avant de toucher l'enfant, avant de poser un acte. On doit d'abord laver les mains. Mais eux, ils ne lavaient pas les mains avant. Ils lavaient uniquement après. Donc, ils ont le temps de partir toucher partout, 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 et de revenir encore réinfecter les gens. Vous comprenez un peu? Donc, pour moi, il y a le lavage des mains en milieu hospitalier pour les patients, pour les personnels soignants, et même pour les mamans aussi qui peuvent aussi contaminer leurs enfants aussi à ce moment-là parce qu'elles vont toucher aussi le même environnement hospitalier et contaminer le bébé. Et enfin, prévenir aussi le portage parce que si personne n'est colonisé, si durant la grossesse, une femme n'est pas colonisée, difficilement, elle va laisser le pathogène en milieu hospitalier parce que le patient, le docteur ne va pas trouver ce pathogène en elle, il ne pourra pas déposer ça ailleurs et vice-versa. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Merci pour cet échange très fructueux. Merci à tous les participants et gros merci à Dr. Founou. Je crois que c'est le début d'une série d'activités que nous allons faire ensemble, que ce soit en termes de webinaires comme cela, mais également de renforcement en termes de projets pour que nos équipes puissent interagir et aboutir à des résultats extra-pays, hein, pour que vraiment l'Afrique puisse mieux se positionner. C'était un véritable plaisir, hein, de passer ces 2 heures en votre compagnie. Merci infiniment pour la rapidité d'exécution, en fait, parce que c'était pas gagné. On était tous embêtés par le timing, mais on y est arrivé. Je voudrais remercier tous les participants en ligne, majoritairement euh, du Cameroun et du Bénin aussi, parce que je vois des noms à consonance béninoise. Merci à tout un chacun. Docteur Founou, est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on ne puisse mettre un terme à la session de ce jour? Merci beaucoup, Dr. Junior. Je ne peux que vous remercier également pour tout ce que vous faites et aussi d'être un allié pour les femmes. Parce que de vouloir m'inviter à prendre parole ici, c'est de considérer que vous voulez me donner des portes à sensibiliser vos femmes aussi au Bénin. J'en suis très honorée et je veux juste aussi vous encourager à continuer davantage, à être toujours un allié, à ouvrir des portes pour les autres. Quelqu'un a dit, le leader, c'est celui qui inspire et qui est aussi authentique. Ça veut dire qu'il ouvre des portes pour les autres et il part aussi chercher les autres parce qu'il y en a qui vont ouvrir la porte, ils ne vont pas venir entrer. Il va tirer les autres, il va venir faire entrer, il va dire, ah, va t'asseoir là-bas, tu vas aller faire telle chose. Et je pense que c'est ce que vous réussissez à faire à l'UMAFA. J'en suis vraiment, je peux que vous acclamer également, de vous dire de continuer davantage. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique et nous sommes tous sur le bon chemin et nous avons tous notre rôle à jouer. Merci beaucoup, beaucoup, Merci. beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Founou. Merci à tout un chacun et excellente journée. Merci, docteur. Excellente journée. Bye bye. Bye.